Oui, mais bonjour. Alors, on va continuer nos travaux avec Maryse Montangon. Maryse était, quand elle était encore en activité, technicienne de laboratoire. Et aujourd'hui, elle a pris quelques responsabilités dans un parti politique. Elle est membre du comité national du PCF et elle est surtout une des animatrices de la commission santé. Et donc, elle va nous parler un petit peu des rapports qui existent malheureusement entre le capitalisme et la santé aujourd'hui qui a besoin d'être libérée, d'ailleurs, comme l'hôpital, de cette logique. À toi, Maryse. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc oui, comme l'a précisé Dominique, je suis une ancienne salariée de la fonction publique hospitalière. J'ai fait toute ma carrière. Et donc, j'ai été présentée comme analyste. En fait, je ne suis pas analyste, c'est pas mon métier analyste. Simplement, voilà, dans mes occupations, on va dire, militantes, syndicales et politiques, j'ai été amenée effectivement à analyser certaines choses concernant notre système de santé et plus particulièrement l'hôpital d'ailleurs. Donc aujourd'hui, le thème de cette conférence, c'est « Il est urgent de libérer l'hôpital et la santé de la logique capitaliste ». Je vous avoue que je ne savais pas trop comment aborder le sujet parce que c'est tellement vaste. Voilà, donc j'ai choisi d'essayer de montrer comment la santé aujourd'hui, le système de santé est entré dans une marchandisation, une privatisation galopante et qui est très inquiétante. Alors, financière, économique, sociale, environnementale, alimentaire, démocratique et politique, la crise est globale et mondialisée. Cette crise est la crise du système capitaliste et de sa course effrénée de profit maximum immédiat. Rien ne doit échapper à la logique du profit et de la finance. Ainsi, la santé et l'assurance maladie sont considérées par l'Organisation mondiale du commerce comme un des marchés les plus rentables. En effet, les ressources financières et humaines dédiées à la santé des populations ont de quoi attirer certains appétits. Les dépenses globales de santé représentaient en 2018 10% du PIB mondial, soit 8 300 milliards de dollars. La privatisation et de la santé et la financiarisation de l'assurance maladie a un visage, d'un côté des structures privées lucratives pour ceux qui auront les moyens de s'offrir une assurance ou une hospitalisation privée. Selon le niveau d'assurance complémentaire ou surcomplémentaire, les soins seront différents. De l'autre côté, un service minimum public pour les pauvres et les plus faibles, c'est l'éclatement de la santé, une santé à plusieurs vitesses. La crise de l'hôpital et du système de santé résulte d'un ensemble de politiques qui ont été conduites à l'aide de réformes successives depuis bientôt 40 ans et qui ont marqué l'évolution notamment de l'hôpital public, travaillé à sa désintégration, de manière similaire d'ailleurs à celle d'autres services publics, selon un schéma parfaitement prémédité et dont les rouages ont été emboîtés les uns dans les autres, au fur et à mesure des opportunités. La situation très dégradée de l'hôpital est le témoin par excellence de la prédominance actuelle du capital dans l'affrontement capital-travail. Ainsi, les méthodes de gestion ont-elles été asservies à cet objectif? Le quinquennat de Sarkozy a été particulièrement agressif de ce point de vue. Plus récemment, il s'est agi de faire des profits sur le dos de l'hôpital en application des théories néolibérales et du marché roi. Le président Hollande a marqué de son empreinte ce mécanisme. Quant à la période actuelle du macronisme, elle reste celle de la restriction des moyens accompagnée d'un discours démagogique. Ces évolutions vont toutes dans le même sens et sont néfastes. Le néolibéralisme est le fil contenu de cette idéologie. La privatisation et la marchandisation de la santé ont plusieurs conditions. Première condition, qu'une place soit faite au privé. C'est le cas avec la diminution de l'espace public qui est au cœur des politiques gouvernementales depuis des années, et particulièrement avec la logique de l'action publique 2022 qui a succédé à la RGPP, des politiques publiques, voilà, et la MAP, modernisation de l'action publique de 2012, mais aussi avec les lois HPST, des lois Bachelot, la modernisation de la santé de Madame Touraine et celle d'Agnès Buzyn en 2019.
C'est aussi le cas avec l'augmentation du reste à charge sur les multiples formes de forfaits, franchises, dépassements, déremboursements. Seconde condition, la préparation idéologique permet de faire croire que ce serait inévitable. Ce sont toutes les campagnes contre le service public, contre la sécurité sociale, la protection sociale solidaire et collective. Les recours aux solutions individuelles, aux assurances privées font l'objet d'une promotion idéologique incroyable. Quatrième condition, une réponse à minima pour les victimes de l'exclusion, dans l'impossibilité d'assurer financièrement les conditions fixées par le marché, type AME et CMU par exemple. Cela s'accompagne d'un contrôle particulièrement infantilisant et culpabilisateur. C'est bien une volonté politique forte qui donne de la cohérence à cette situation. Denis Kessler, ex-président du MEDEF, le dit très crûment. Le modèle social français est le pur produit du Conseil national de la résistance, un compromis entre gaullistes et communistes. Il est grand temps de le réformer et le gouvernement s'y emploie. Les annonces successives de différentes réformes par le gouvernement peuvent donner une impression de patchwork quand elles paraissent variées, d'importance inégale et de portée diverse. Statut de la fonction publique, régimes spéciaux de retraite, refonte de la sécurité sociale, paritarisme. À y regarder de plus près, on constate qu'il y a une profonde unité à ce programme ambitieux. La liste des réformes, c'est simple, tout ce qui a été mis en place entre 1944 et 1952, sans exception. Elle est là. Il s'agit aujourd'hui de sortir de 1945 et de défaire méthodiquement le programme du Conseil national de la résistance. Monsieur Kessler, l'enjeu est clair, soit les options politiques aujourd'hui proposées s'opposent frontalement à cette déclaration de guerre, soit elles s'adaptent à cette remise en cause. Et c'est une des questions que posait à la gauche. Les différentes façons de présenter la diminution des dépenses prises en charge par la protection sociale se sont succédées ces dernières années, que ce soit le trou abyssal de la sécurité sociale, la maîtrise médicalisée des dépenses de santé ou l'enveloppe fermée du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Toutes ces présentations travaillent dans le même sens politique. Il faut diminuer la place du solidaire pour ouvrir celle de l'individuel, donc du potentiellement disponible pour les produits financiers. Il est important de lever une ambiguïté. Il ne s'agit pas de diminuer les dépenses de santé, mais uniquement de diminuer les dépenses remboursées, la part prise en charge par la solidarité nationale et les cotisations pour augmenter la part livrée au marché financier avec une déresponsabilisation sociale des entreprises. Les multiples réformes de ces dernières années depuis 1984 sont toutes allées dans le sens de cette réduction des dépenses remboursées. C'est bien le cœur du problème. Pour le pouvoir actuel, l'objectif est de diminuer le niveau des dépenses socialisées. Il s'agit d'ouvrir un espace de plus en plus grand par le financement individuel au monde bancaire et financier. La marchandisation de la santé a ses promoteurs, les grands groupes pharmaceutiques, près de 1000 milliards d'euros de chiffre d'affaires mondial, l'industrie des services de santé, hôpitaux, cliniques, labos privés, maisons de repos, mais aussi les fonds d'investissement et les banques ont fait évoluer dans leur intérêt les législations nationales et internationales depuis plusieurs décennies. Pour ce faire, ils déploient leur stratégie principalement sur deux axes: la marchandisation des différentes dimensions de la santé, des besoins sociaux influençant la santé et les relations des soins, la privatisation à des fins commerciales des ressources précédemment publiques ou sans but lucratif. Au travers de la publicité et des outils de communication se propage une vision marchande et individuelle du corps et de la santé, valorisant l'aspect contractuel dans toutes les relations humaines. Dans cette optique, la supériorité des relations marchandes par rapport à toute autre forme de relation est affirmée. Un processus similaire de marchandisation touche les autres aspects sociaux qui déterminent la santé. Cette stratégie d'hégémonie idéologique et culturelle sert d'appui pour transformer en profondeur les processus institutionnels et les pratiques de soins. Par la privatisation des aspects assurantiels, couverture de base ou assurance complémentaire, la fourniture de soins par une entreprise commerciale, par exemple la sous-traitance des services comme le nettoyage, la restauration, la stérilisation, le secrétariat, avec des interrogations d'ailleurs sur le secret médical, avec des inquiétudes sur les conditions de travail et la rupture des collectifs de travail,
La mobilisation de capital pour les investissements, notamment dans les partenariats publics-privés, ou par le développement de marchés, qu'ils soient du médicament ou d'autres produits, le capital privé gagne des parts de marché avec un préalable, briser le monopole public ou non marchand au travers de changements législatifs. Au niveau global, l'internationalisation des enjeux économiques et son cadre réglementaire ultralibéralisé, conventions, droit international, accords commerciaux, entraîne la santé dans un marchandage mondial dominé par des acteurs commerciaux puissants, entreprises transnationales, banques, fonds d'investissement et leur appui politique au plus haut niveau. L'histoire nous montre que les intérêts commerciaux n'ont jamais aussi bien prospéré que lorsqu'ils agissent sur fond de crise et de difficultés économiques, réelles ou supposées, des systèmes sociaux et de santé qu'ils ont le plus souvent eux-mêmes provoqués. Selon le discours dominant, l'État et les institutions publiques ne seraient plus en capacité de couvrir l'entièreté des coûts de la santé ou d'assurer leur augmentation régulière due par exemple à de nouvelles pathologies, au vieillissement de la population, au mode de vie ou encore à l'utilisation de nouvelles technologies médicales et médicamenteuses. Autrement dit, il n'y aurait plus d'argent pour assurer des soins de qualité pour tous. Les besoins en santé non couverts et non fournis sont repris en main par des opérateurs commerciaux, cliniques, centres de santé, assurances privées, puisque d'une part, ces besoins ne disparaissent pas, et d'autre part, il est difficile pour des opérateurs sans but lucratif d'être compétitifs par rapport à un secteur qui a une forte capacité à compresser les coûts, notamment salariaux, et à déployer rapidement d'importants capitaux. Ce sous-financement est organisé directement par les politiques de modération budgétaire, par la baisse des cotisations sociales et des impôts de certaines catégories de la société, ou indirectement par la clémence des États vis-à-vis de l'évasion et de la fraude fiscale des grandes fortunes, de la corruption ou de la mauvaise gestion. C'est ainsi que les situations de crise deviennent une opportunité pour institutionnaliser la marchandisation de la santé et la commercialisation des opérateurs de soins et d'assurance. Il y a cependant des limites à la commercialisation des systèmes de santé. Pour être profitable, le secteur commercial a besoin de financement public ou socialisé afin d'étendre le marché au-delà d'une minorité de personnes aisées et solvables. L'idée même d'un système de santé totalement privatisé n'intéresse pas les acteurs commerciaux. C'est dans ce rapport conflictuel avec les financements publics qu'il peut envisager la création de profits. Un autre frein réside dans l'incertitude du profit. À titre d'exemple, il peut être risqué de privatiser un hôpital généraliste dans la gestion de la complexité inhérente aux multiples actes médicaux, au profil des patients, du personnel où des coûts peuvent s'avérer imprévisibles. Le secteur commercial a donc intérêt à s'engager dans une stratégie de segmentation accrue des systèmes de santé afin de séparer les pôles qui sont potentiellement rentables et les privatiser de ceux qui ne le sont pas et qui sont laissés au budget public. Il est en effet bien plus rentable de gérer une clinique spécialisée qu'un service d'urgence. La multiplication d'opérateurs induite par la privatisation fragmente les systèmes de soins, rendant ainsi plus difficile une gestion et une planification cohérente et intégrée. De nouveaux coûts sont engendrés, frais de fonctionnement, coûts de promotion et de publicité, profits à verser aux actionnaires. La dynamique commerciale modifie l'allocation de ressources en faveur d'une demande solvable et au détriment des réels besoins sociaux en matière de santé. L'exemple de l'incapacité de l'industrie pharmaceutique d'apporter des solutions au paludisme qui touchent principalement des populations pauvres et non solvables. Cette dynamique favorise les déserts médicaux, fermeture de services, rationalisation territoriale. La marchandisation et sa vision contractuelle du soin mettent en tension les aspirations et les principes du personnel de la santé pour qui soigner dignement et efficacement un être humain est l'objectif premier. Dans les établissements de santé, les conditions de travail se détériorent, la pression sur les salaires, les horaires, les conditions de travail et le sens même de leur travail impactent sur la qualité des soins, menant à un mal-être au travail des professionnels et ses conséquences, dépression, suicide, démission. Au niveau des usagers, les difficultés surviennent dans l'accessibilité financière aux services de santé, y accède celui qui peut payer, c'est l'instauration d'une médecine à plusieurs vitesses selon la capacité contributive de l'usager. Enfin, cette marchandisation
fait évoluer la relation entre professionnels et usagers vers un rapport déshumanisé, vide de sens, qui conduit au mal-être au travail pour le professionnel et dépossède l'usager de sa propre santé, puisque celle-ci est désormais marchandise et enjeu de relations économiques. Alors que faire? Le constat ne doit pas conduire à cautionner l'idée qu'il n'y a rien à faire. Les solutions sont possibles pour autant que le gouvernement en ait la volonté politique. Il y a des objectifs gagnables, maintenant, multiples, cohérents, avec les ruptures nécessaires pour la refondation de l'hôpital public et son insertion dans un système de santé publique digne du XXIe siècle. D'un point de vue démocratique, la gestion globale des systèmes de santé ne peut faire l'impasse sur la nécessité de définir collectivement et par la participation citoyenne les objectifs, priorités et besoins en santé. C'est la gestion de démocratie sanitaire. En outre, le système de santé et tous ses acteurs devraient répondre à des objectifs clairs en faveur de l'intérêt collectif défini démocratiquement. L'anticipation des besoins collectifs en santé guidée par les évolutions de mode de vie et des pathologies, par l'état de la planète, de la société et de sa population, doit être également au cœur des politiques de santé. L'analyse et l'expérience de terrain démontrent que les intérêts commerciaux entrent en contradiction avec les intérêts de santé publique et plus largement avec le droit à la santé. C'est vrai sur un plan pratique de gestion efficiente d'un système de santé par rapport à la juste allocation des ressources financières, mais aussi sur le plan philosophique, culturel et politique, tant l'approche de la marchande de la santé est déshumanisante. Pour ces raisons, il est essentiel et urgent d'exclure les logiques marchandes et commerciales du domaine de la santé. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si de nombreuses luttes à travers le monde portent cette exigence. Voilà, voilà. Merci Maryse. D'abord, je pense que c'était militant à l'enjeu du temps. C'est-à-dire que avec tout ce qui arrive, dans cette heure soins psychiques, Ah oui, la psychiatrie était complètement en déshérence. Hein. Oui. Aussi de faire jonction avec l'éducation. Et parallèlement avec tout ce qui arrive aussi dans l'éducation. Et quand même frappant, c'est, à titre de symptôme, c'est la façon dont le vote, au total, si on regarde les études de l'IFOP, là, par exemple, on a fait une étude sur les votes par profession. Par l'éducation nationale, 60% de femmes en plus, donc on pourrait aussi avoir et dans la santé, ça. L'enjeu féministe, et deuxièmement, le vote est quand même majoritairement à droite. L'éducation nationale, je me rappelle du chiffre, ça fait 53%, 15% maintenant l'extrême droite. Voilà. Et quand je dis 53% à droite, on est bien inclus en extrême droite, il y a 12% pour Jadot. Pas construit dans les. J'espère qu'il y a des gens qui avaient voté pour l'éducation nationale, il y avait 38% des gens qui avaient voté pour, qui avaient voté dans 2017 pour Macron, très au-dessus de mon éducation. Et il y a une partie de ces votes qui sont portés vers Jadot. Alors, je n'ai pas les chiffres exacts pour le total, mais j'avais regardé, j'avais été frappé par le fait que c'était quand même des chiffres assez proches au total. Et alors même, c'est une question double, tu vois, alors même que la question féministe a pris de l'ampleur, etc., et que des attaques contre ces grandes institutions sociales sont en même temps des attaques contre les femmes, parce qu'il se trouve que ces grandes institutions sociales, ces grandes institutions féminines. Alors, comment toi, d'un point de vue militant, tu comprends, on peut comprendre quand les choses vont bien, tout ça, tu vois, et quand tu te fais massacrer à ce point, quand même, ça fait déjà longtemps que, tu vois, que tu es trompé une fois, mais bon,
on voit d'où ça vient, on voit ce qu'ils veulent. Et néanmoins, à titre de symptôme, je ne vais pas rentrer dans un débat sur les élections en elles-mêmes, ce n'est pas le point qui m'intéresse, mais néanmoins, majoritairement, les gens ne s'orientent pas politiquement dans un rapport critique assez politico-libéral et encore capitaliste. Comment tu comprends ça? Alors, j'ai du mal à le comprendre, on va dire, comme toi, sûrement. Mais bon, c'est vrai que, d'autant plus que là, on se rend bien compte quand même que depuis 2018, bon, il y a eu la crise du Covid, mais même avant 2018 d'ailleurs, les mobilisations dans la santé ne sont pas à la hauteur de l'État, notamment de l'hôpital public, qui craque. Les gens démissionnent, hein, beaucoup de personnel de s'en vont. Et bon, en fait, ils préfèrent démissionner que de rester et abuser eux-mêmes d'atteinte à leur santé mentale, leur santé physique. Hein. Et, mais alors, après, bon, c'est vrai que moi, j'ai travaillé donc, au CHU de Bordeaux et j'ai vu l'évolution. Hein, je suis rentrée dans les années 80 et j'ai vu l'évolution voilà, notamment du management. Et c'est vrai que c'est incroyable comme ils savent faire. Hein. Ils ont des agences d'ailleurs, hein, exprès, qui viennent nous porter la bonne parole et qui viennent nous expliquer qu'en fait, on peut rien faire, il n'y a pas d'argent. Voilà. Il n'y a pas d'argent, la dépense publique, il faut la limiter, etc. Et ça rend, mais assez né pendant des années, ça rentre dans la tête du personnel. Je me rappelle d'une biologiste, un médecin biologiste d'ailleurs, qui me disait, quand on luttait contre la réforme de la biologie et de tout ce que ça a impacté après, notamment la mainmise des groupes financiers sur les laboratoires de biologie. Et à l'hôpital, évidemment, nous, on en a eu aussi des conséquences. Quand on discutait ensemble, elle me disait, oui, mais elle me dit, on ne peut rien faire, il n'y a pas d'argent. On voit bien que c'était rentré, cette logique de dire, oui, d'accord, mais il faut serrer les dents parce que… Et je pense qu'en plus de leurs conditions de travail, voilà, qui ne s'arrangent pas, que c'est de pire en pire. Hein. Moi, quand je suis partie il y a 4 ans, j'étais hyper contente de partir à la retraite. Déjà, des fois, on est content de partir à la retraite. Mais là, moi, j'étais hyper contente parce que ce n'était pas possible. Je ne pouvais pas continuer. Enfin, j'aurais eu beaucoup de mal à continuer. Mais bon, je l'aurais fait. Hein, mais continuer dans les conditions qu'on exerçait. Mon métier, je ne le reconnaissais plus. Hein, voilà. Donc, je pense que c'est vrai qu'on se dit, mais pourquoi ils ne se mobilisent pas? Pourquoi ils ne font pas grève? Pourquoi ils ne sont pas dans les manifs, les personnels hospitaliers? Alors, bon, il y a les phénomènes d'assignation, mais c'est marginal. Je veux dire, c'est vraiment quand tout un service fait grève qu'il y a l'assignation. Hein, c'est pas… donc, voilà, pour que dans le jour de la grève, il y ait quand même un service continu minimum, comme un dimanche, dans le service. Mais voilà, mais je suis aussi interrogative. Je dis jusqu'à quand ils vont supporter et comprendre que tout ce qu'on leur balance de jour après jour et réunion après réunion, parce qu'ils multiplient les réunions dans les services, les protocoles. Par moment, j'avais envie de dire à des directeurs là qui venaient nous faire des petits cours de restructuration, de leur dire, vous entendez parler, c'était un langage, c'est pas un langage de la santé, c'était plus un langage de la santé, c'était vraiment… alors, donc voilà, je pense que je n'excuse pas rien, personne, mais je pense qu'il y a aussi ce phénomène de… voilà, et on pense, et dans un même temps, les soignants restent attachés à leur métier et à cet aspect humain qu'ils ont vis-à-vis des patients. Et donc, du coup, ils restent parce qu'ils aiment leur métier quand même. Donc, la majorité reste, heureusement, parce que sinon… je ne sais pas si jusqu'à quand ça va durer, mais enfin voilà. Donc, ils serrent les dents et puis ils ont, je pense, cette idée que il n'y a pas grand-chose à faire, hein, parce que évidemment, le gouvernement, il a les pieds et mains liés parce qu'il n'a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent pour l'hôpital, il n'y a pas d'argent pour la santé. Voilà, enfin, c'est un petit peu ma réflexion là-dessus, parce que c'est vrai que c'est compliqué. Moi aussi, je me pose des questions. Hein, voilà. Donc finalement, la majorité
hospitalier acceptent des conditions de travail avec l'argument, ils ont intégré l'argument, il n'y a pas d'argent, donc oui, d'une certaine façon, oui, comme ça que oui, j'ai compris. oui, bien sûr. Ils l'ont intégré, intégré, mais parce que je veux dire, c'est voilà, c'est et accepté, c'est en une quelque politique de, c'est, enfin, moi, sorte. C'est pas un jugement, non, c'est pas un jugement, tout à fait. Mais c'est vrai que c'est quand j'étais encore en activité, on avait beau expliquer. Alors, il y avait quand même une certaine résistance, mais il fallait toujours qu'il y ait quelqu'un pour, c'est un peu derrière qui explique. S'il n'y a personne qui va au-delà de ce qu'inculquent les directions hein, dans leur tête, je pense que mais voilà, ça peut très bien passer. Et d'ailleurs, par un exemple, les 12 heures, le travail en 12 heures, pour moi, c'est inadmissible qu'on tolère du travail en 12 heures pour des soignants, pour des infirmières. Elles travaillent en 12 heures par jour. 12 heures par jour pour une infirmière ou une aide-soignante. Et ça a été, les syndicats là-dessus ont eu des difficultés parce que ça a été leur demande au personnel. Elle leur demande parce que de toute façon, elles faisaient déjà 10-12 heures par jour. Et comme elles ne sont pas assez, elles ne pouvaient pas récupérer. Donc, plutôt que de les perdre, elles préfèrent faire carrément des 2 journées de 12 heures officialisées et travailler un jour de moins dans la semaine. Alors, quand on leur explique que pourquoi pas leur demander 32 heures à ce moment-là, plutôt que de 35 heures et 32 heures, et elles auront effectivement un jour à elles dans la semaine, mais pas avec des journées de 12 heures. Mais ça, c'est pareil. Elles pensent que ce n'est pas possible. Je pense qu'il y a une éducation, alors, mais je crois que c'est au niveau de tout le monde, de la population entière, hein, sur tous les domaines. Il y a une éducation populaire, politique à mener qui est immense. Je peux me permettre, par rapport à la remarque que la première continue à soulever, je crois qu'il faut faire attention à ne pas mettre sur le même plan, je dirais, l'ensemble des électeurs, des citoyens, et ceux qui s'expriment dans l'urne. Parce que les résultats de ceux qui s'expriment dans l'urne marquent effectivement un choix politique, mais ils ne concernent qu'une minorité. C'est clair, je veux dire, les gens qui votent dans ce pays aujourd'hui, il y a une époque où on disait l'Américain ne vote plus, machin, etc. On est exactement dans la même situation, 30 ans après. C'est vrai, pas chez les profs. Ah, mais je pense, alors après, effectivement, ça bouge selon les catégories sociales, mais si tu prends, par exemple, à l'université, d'abord, il faut regarder la transformation de la population de la fac. Et c'est un peu vrai aussi à l'hôpital. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à l'université, tu as plus de 60% de précaires. Quand je dis précaires, c'est l'idée, les gens sans statut. Oui, à l'hôpital, c'est pareil. À l'hôpital, c'est exactement la même chose. Tous les services publics aujourd'hui sont dans cette situation. Il y a de plus en plus de formes d'externalisation. C'est-à-dire qu'en tant que service public, on devient de plus en plus des donneurs d'ordre. C'est-à-dire que ce n'est plus des salariés de chez nous, c'est des salariés que l'on fait travailler d'entreprises privées ou d'associations intermédiaires ou autres. Et donc, on se retrouve dans dans une complexité à la fois, je dirais, sur le plan politique, mais surtout sur le plan syndical et social, qui fait que amener, je dirais, retrouver des convergences entre catégories professionnelles extrêmement différentes. Ça veut dire que si je prends les hospitalo-universitaires, les praticiens hospitaliers, les personnels de soins, les personnels techniques d'entretien ou autres, encore que les services techniques et d'entretien sont plus analysés. Oui. Tout ça, ça montre une évolution du monde du travail qui complexifie aussi le rapport aux politiques et le rapport au social, au syndical, hein, qui est pas simple. Je ne sais pas ce qu'on va donner les élections qui commencent demain dans la République. On va y regarder de plus près.
quant aux résultats et aux rapports de force qui vont investir dessus, Oui, et là, en c'est vrai. particulier sur la participation. Parce que même si, je ne sais pas si c'est le cas à l'hôpital, mais à la fac, les collègues vont voter pendant 8 jours, dans 6 scrutins différents auxquels ils vont être confrontés, nationaux, intermédiaires, académiques et locaux, et en plus, sur des objets, je vais dire, c'est des anciens comités techniques, Oui, ça, voilà. machin, etc. Mais ça devient de plus en plus compliqué, je dirais, pour l'acteur citoyen social de s'y retrouver dans tout ça. Donc, à partir de là, je veux dire, le monde du travail a changé, la société est beaucoup, extrêmement bouleversée, et je dirais, attention à ne pas, alors même si c'est une réalité, hein, je veux dire, ce qui sort des urnes représente quelque chose, mais ce quelque chose, on doit le rapporter à l'ensemble des citoyens et essayer de comprendre, le modifier évidemment, pas le laisser en l'état, mais essayer de comprendre qu'est-ce qui fait qu'ils restent paralysés dans l'utilisation d'un bulletin de vote ou dans l'utilisation de manifestations organisées au plan local ou sur le plan national. J'ai participé hier ou avant-hier à 2 AG, on n'était pas très nombreux, je ne vous donnerai même pas les chiffres, vous effraierez, mais donc, mais ça ne veut pas dire que les collègues ne s'intéressent pas au problème. Ça veut dire que les collègues, ils sont un peu perdus dans cette situation. Et malheureusement, les luttes sociales ont été complètement anesthésiées par la période de la pandémie, c'est-à-dire avec la vie sociale dans les établissements hospitaliers ou universitaires ou ailleurs. Je dirais, moi je peux vous dire aujourd'hui, j'aimerais savoir combien il y a de collègues qui sont sur site, combien il y en a qui continuent à travailler chez eux, hein, en télétravail. C'est un vrai problème, ce qui fait que les équipes ont été déstructurées. Donc on ne peut pas regarder les choses avant le Covid et après le Covid de la même manière. Parce qu'il y a eu des transformations de la participation. Je ne dis pas que d'habitude on a la foule. Et je veux dire, on a passé 1 an avec des rencontres qui se sont faites totalement en visioconférence. L'année dernière, on a fait du mix comme cette année. C'était pas génial, hein, je veux dire, en termes de participation. Hein, et par contre, et heureusement que finalement, on a certains outils qui nous permettent de mettre à disposition qu'on enregistre là, pour que ça puisse être regardé par un public beaucoup plus large. Donc, tout ça, enfin, comment dire, c'est pas pour ni excuser la non-participation des gens aux manifestations. Je pense en particulier à la dernière manif, la CGT a essayé d'organiser à la préfecture. Il y a 10 jours, on était combien? On était 300. Je veux dire, c'est un problème. Ça ne veut pas dire que les gens ne sont pas mécontents, ça ne veut pas dire que les gens ils sont au contraire, il y a beaucoup de difficultés, on l'a fait entre les deux. Donc, il ne faut pas pénaliser aussi les salariés dans leur pouvoir d'achat. Mais on sent qu'il y a difficulté, et en plus, il y a le problème des perspectives politiques. Si on regarde le champ du politique, aujourd'hui, Macron est installé, avec certes une majorité relative, mais il est installé. On a une extrême droite qui s'est aussi installée confortablement à l'Assemblée nationale, avec autour de 90 élus, jamais arrivé dans de France. Et on sent bien que bon, la gauche connaît la situation, elle ne représente plus que 30%. Enfin, 30% des gens qui votent utilisent le vote de gauche sous quelque forme que ce soit pour manifester leur intention, on a un problème. On a un problème sérieux, profond. Pour autant, on est condamné à ne rien faire. Je ne crois pas. Marie, tout à l'heure, a évoqué un certain nombre de pistes, mais je crois qu'aujourd'hui, on est dans une période, il y a plein de choses qui bouillonnent. On voit les jeunes s'emparer de formes très particulières de militantisme. Eux, j'appelle ça une forme de militantisme à la carte. Hein. C'est-à-dire, ils s'engagent à un moment donné, ils mènent un combat, ils passent à autre chose, ils vont vers des actions un peu pas radicales. J'aime pas ce terme-là parce que c'est pas radical. Des actions spectaculaires, des choses comme ça. Hein, quand on parle, oui, effectivement, le buzz médiatique et tout ça.
Mais les gens, ils parlent, ils réfléchissent. Je veux dire, ils restent pas dans le deux cœurs, le sabot. Par contre, Il y a quand même beaucoup de gens qui se désintéressent ou qui se désintéressent ou qui n'ont pas, je veux dire, qui n'ont pas non plus le temps de, il y en a, oui, oui. d'avoir une analyse politique, qui sont submergés d'informations et de contraintes et dans le contexte quand même actuel où on est d'inflation, de soucis au quotidien, ça, Pèse sur la situation. tout ce contexte fait que la politique est quand même reste un souci quelque part marginal de beaucoup de personnes. Je trouve qu'il y a quand même assez clair, c'est assez important que moi je pense ça, il y a un endoctrinement quand même des gens par ce système effectivement de management des services publics qui est quand même qui est relativement récent mais qui empire quoi et qui prend le dessus sur l'autre aspect du métier, que ce soit dans l'enseignement, que ce soit et surtout dans le domaine de la santé, où voilà, c'est d'abord il y a quand même le champ de la rentabilité, quoi. Donc, double management, nombre de pour telle intervention, tant de jours, machin. Enfin bon, c'est une crise profonde de l'ensemble du fonctionnement des services publics. Crise, mais voulue et anticipée et bien conduite, bien sûr. Justement, moi j'étais pas soignante, hein, j'étais technicienne de labo à l'ULEVEC, et donc un gros laboratoire, hein, parce que l'ULEVEC c'est quand même une grosse structure, et on a vu arriver des chaînes pour faire notre travail, comme chez Renault, hein, pareil, le tube et quand on nous a venu nous présenter le projet, auquel on n'avait aucun mot à dire d'ailleurs, hein, ils sont venus pour nous faire du lean management. C'est-à-dire qu'ils sont venus nous chronométrer combien on mettait de temps pour faire tel geste, telle chose. Voilà. Et donc, on nous ont installé cette fameuse chaîne. Moi, j'étais évidemment opposée, même si la mécanisation peut effectivement éviter d'avoir des gestes qui sont pas forcément utiles, mais qui sont fatigants, qui sont pas très intéressants. Quoique, je pense qu'il y a toujours quand même quelque chose d'intéressant derrière nos gestes, mais c'était la finalité. La finalité, c'est d'avoir ils nous ont installé des logiciels auxquels on devait obéissance coréenne, quoi. C'était le logiciel qui décidait de ce qu'on devait faire ou pas faire. Mais voilà, il y avait un ensemble de choses, et là encore, je me rappelle d'un directeur qui nous avait dit, quand on a quand même manifesté, on s'est quand même battu, et un directeur qui nous disait, vous verrez dans un an… Non, ha smesso di funzionare. Vous l'aimerez cette chaîne. Et effectivement, un an après, finalement, les collègues disaient, ouais, finalement, maintenant j'ai du rudiment à passer. Si spegne automaticamente sto telefono. Voilà, donc, Si è mutata allora. Oh mio Dio. Oh. donc voilà, donc, je veux dire, voilà, c'est vraiment un Si è endoctrinement. mutata. Dans un an, vous n'aurez du mal à vous en passer. Oui. Oui. Mais Donc, conditionnement. conditionnement.
Tout à fait. C'est une voie beaucoup plus nouvelle que le programme pour 5 heures. D'accord. Et ils mettent en place des, alors notamment là, je parle de ce que je connais, la biologie, ils ont mis en place des systèmes législatifs donc, de normes, d'accréditation, etc., qui obligent, c'est-à-dire que si on veut continuer à fonctionner, voilà. Donc, au départ, il y a toujours eu des systèmes de gestion de la qualité, mais c'était pas obligatoire. Et quand ils ont vu que ça ne marchait, enfin que voilà, que ça allait pas assez vite, donc ils ont légiféré, et la loi HPST notamment a légiféré là-dessus, rendant obligatoire les accréditations de laboratoires. Ce qui a fait, dans le public, ça a eu quelques impacts, mais moindres que dans le privé, puisque dans le privé, il n'y a plus de petits laboratoires. Enfin, les petits laboratoires, c'est juste un centre de prélèvement qui existe encore. Dans le privé, en ville, les laboratoires de ville, il n'y a plus que des grosses structures là aussi où les fonds privés, les fonds de pension, etc., ont mis la main dessus et dont maintenant les biologistes. D'ailleurs, je me demande comment un étudiant en médecine peut choisir biologie aujourd'hui, parce que c'est vraiment complètement inintéressant pour lui, puisqu'évidemment, il n'a plus son mot à dire, il est salarié de ces grosses structures, hein, et et il n'a plus son mot à dire sur la gestion de l'entreprise, sur les investissements, tout ça. Donc voilà, mais ils sont passés par la loi. Ils sont passés par la loi pour imposer. On va être obligé de terminer. Oui. Merci Oui, Maryse. parce Non, que je il y disais- aurait plein de choses à dire. C'est ça, c'est tellement. On continuera, on te réinvitera de toute façon.